99. Comment capter l'invisible? La sensation, l'atmosphère de la raspa, la parole de Severico et peut-être plus encore cette extraordinaire force qui peut se dégager, opérer de la croyance d'un peuple entier, la chose la plus importante, celle qui disparaît. Et le film montre au son berçant de la voix mélancolique et empreinte de tristesse de Severico que les temps changent, que du savoir s'évanouit, que la jeune génération perd les croyances, les connaissances, les rites et la capacité même de la vision. Sur les images de Simon bâtissant la nouvelle maison, on entend Severico déplorer « Je crois que les gens ne pensent plus à cette chose Ricouli. Maintenant, ils pensent un peu à rien. Vraiment à rien. Ils ne pensent ni à leur père, ni à leur mère, ni à leur aïeul. » Cette perte-là va se matérialiser par, je pense, par deux murs, symbolisant chacun un temps. Il y a le mur nouveau, celui monté par Simon, avec des techniques modernes, un outil, une truelle. Et puis il y a le mur de l'enfance de Severico, celui que construit son père à lui, à la main, sans mortier, sans liant, sans outils, vraiment, simplement en disposant des pierres. Et Raymond y voit un fragment de temps. Ce matin, elle écrit, sur le lieu même où il naquit, devant ce si beau fragment de mur de pierre sèche, qui a résisté comme une stèle, un monument fragmentaire, ce que Benjamin appelle ruine. Je lui demanderai après coup s'il avait mémoire non seulement de son enfance, devant le fragment du mur dressé, et ensuite, devant le cercle de Siguri, s'il avait la mémoire d'une vie ou de vie antérieure. Situés à distance dans le film, les deux murs s'entrechoquent, les deux générations aussi. Le temps s'ouvre, et comme le mur se dédouble. Le temps lui-même devient un fragment, ruine de temps, renvoyé au souvenir de l'enfance. Or, il apparaît, Raymond nous dit explicitement, qu'elle est peut-être venue chercher justement au Mexique sa propre enfance, sa propre figure du temps, figure intime, qui aura donné à l'œuvre sa direction telle qu'elle nous apparaît si limpide aujourd'hui. Comment ? Et il y a alors quelque chose de troublant et d'extrêmement émouvant dans ce double portrait, celui du chaman, celui de Raymond, pour la première fois à l'écran, et c'est cette fois Régis, le clairvoyant, pour un double portrait d'enfance, où un chaman dans le désert reculé de la Sierra Tarahumara est sollicité pour parler du temps béni de l'enfance, quand il était encore avec son père et sa mère réunis. Certains plans de paysage ou de nature servent implicitement, ou même explicitement d'ailleurs, à évoquer ce temps d'avant de l'enfance, du bonheur, d'une forme d'innocence et de culture encore vierge, de toute forme d'acculturation. On tâchera du temps peut-être que moi, parce qu'il y a bien un sacrétisme religieux chez les Tarahumara. Et Raymond, dans ses carnets, tombe sous le charme de telles scènes primitives. Je vais peut-être en passer la lecture parce qu'elle est un peu longue, j'en donne simplement un court fragment. L'arrivée du jeune notario, l'homme à la truite séchée, sa femme et leur enfant, me parlant aussi aimablement, tout cela sous le vert nouveau des saules, scène indienne d'avant la civilisation, nature d'avant la culture, rousseauiste primitive. Et si ce monde est fascinant, c'est qu'il semble vivre et apparaître à Raymond sur un plan de pure immanence, où le paysage se fait l'écrin d'événements qui n'ont pas à se justifier. Elle écrit « Le bonheur est dans cette promenade, ces paysages vacants, cette vallée heureuse où habite Clémenté, où l'eau court, où le vent frais est si léger, où les quelques cris d'oiseaux, la course d'un amont est quelque chose d'unique, et qui se suffit parfaitement à soi seul. » Par-delà la répétition des cycles et des rites, l'événement se manifeste en tant qu'il est unique, musculaire. La vitesse, qui est un paramètre cinétique, l'intensité de la lumière, qui est un paramètre photocorpusculaire, qui permet notamment de construire une carte des vibrations, qu'on ressent fortement dans les films, et, troisièmement, la puissance du double, paramètre à la fois mathématique et magique. Je passe rapidement sur cette question du double et sur le renversement des choses, à la fois double, dédoublement, reflet, renversement, paysage qui peut être vu donc à l'envers comme un reflet dans l'eau, paysage ou parfois motif, on peut voir le reflet et la source, ou bien renversement des valeurs aussi, une forme de reflet entre les éléments eux-mêmes, l'eau et le feu, qui raccordent vraiment exactement à l'image près, ou bien ce motif de la jarre remplie de Tesguino à un moment donné, renversé plus tard, vide mais lumineuse tout de même, et dans une dimension assez eisensteinienne, il me semble, des masses de lumière, à la fois des masses, des formes de lumière, de couleurs, qui se raccordent, là aussi, s'échangent, s'inversent, du vert au contre-jour, et qui raccordent directement avec d'autres formes inscrites dans le paysage.
un cactus, une grotte, et une grotte vue de l'intérieur ou vue de l'extérieur. Donc échange permanent, renversement de la vision et des points de vue. Comme autant de manifestations d'un renversement des valeurs, plastiques, spirituelles, sociétales, du passage d'un état à un autre, d'un âge à un autre, d'un monde à un autre. Et bien sûr, le film s'achemine vers la despedida, le chemin des morts. Mais comme c'est le cas pour la jarre renversée et lumineuse. Raymond décrit: le travail serait de rendre à Ricouli sa puissance de vie, cette opération de réagrégation, de réassimilation mystérieuse. Renverser, toujours un renversement, le néant de la nuit, les forces du chaos en force du chaosmos. Affronter les forces du chaos, extraire du chaos sa puissance vitale, les vitesses infinies, sa puissance d'infini, une opération de retournement, de réversion. Je termine en quelques mots et un extrait. Le film se termine sur le visage du chaman. Le passage d'un âge à un autre et d'un type de cadre à un autre aussi. Hein, le cadre, voir le paysage autrement. Le film se termine sur le visage du chaman, un plan rapproché qui n'est cependant pas un gros plan. Je pense que Raymond y insistait, comme on va le voir. Mais avant cela, le temps d'un plan séquence d'un peu plus d'une minute précède ce plan-là, où les puissances de la nuit laissent place au jour progressivement, et le visage de Severico va raccorder exactement avec la fin de ce plan séquence et de ce panoramique, au moment où il semble que le soleil pointe, et Severico va tout simplement lui-même apparaître à la place du soleil. On peut dire qu'à ce moment-là, il est le soleil qui apparaît. Je propose de voir cet extrait, et je conclurai rapidement. L'extrait dure 2 minutes. Il s'agit du 5e et dernier panoramique du film, filmé comme les autres de manière imperceptible pour nous à 90 images secondes pour atténuer les à-coups de la caméra sur son pied pivotant. Cette fin est pour moi très émouvante, à plus d'un titre, car c'est aussi le dernier plan que pour nous spectateurs, dans l'ordre du montage tel qu'on le voit, Raymond et Régis tournent ensemble, mais littéralement ils tournent ensemble autour du pied, en même temps que la caméra, pour que Raymond donc n'apparaisse pas dans le champ. Un rituel fusionnel. Le dernier accord du film enchaîne ce paysage panoramique et le visage de Severico, mais ce n'est donc pas un gros plan qui transformerait pour Raymond, à la suite des théories d'Eisenstein, le visage en nature morte inerte, mais au contraire un plan qui, par sa disposition d'un premier plan sur un fond en mouvement, les feuilles de l'arbre qui bougent à l'arrière-plan, projette vers nous un visage à jamais vivant. Cette fin de film, cet aboutissement d'une œuvre de près de 30 années, nous est offert comme un matin du monde, à la fois triste de ce que l'on quitte et de ce que l'on perd, mais fort de promesses aussi. Et je terminerai sur quelques notes de Raymond en 99. Un travail physique, un matin sans gloire, terrible travail, comment créer un monde? Et en fait, c'est elle qui va répondre aux questions que je posais au départ, d'écrire ou inventer ou créer un monde. Et lorsque l'étoile du matin apparaît, l'aube accomplit la promesse du lever d'un jour.
Pâle et froid ce matin-là, sans soleil, sinon sur les pentes d'en face. Tandis que la danse devient le mouvement nécessaire, cette sorte de cola, de queue de serpent qui s'enroule et se déroule autour du feu, le serrant au plus près, inventant à chaque fois un mouvement sinueux, inattendu, nécessairement inventif, créé et recréé, comme si la seule nécessité ce matin d'un monde réel, ce matin-là était d'inventer, inventer. Severico me dira à la fin, tu es une très bonne danseuse. Je lui dirai, c'était un plaisir, un bonheur. Tous, nous avons cette même sensation d'extraordinaire création, un matin du monde. On est dans une grotte, elle a envie de saisir le bord, et pour saisir ça, pour faire le mouvement, on avait, elle tenait la caméra, et moi je tenais le monde. Donc, on en a fait deux, ils apparaissent deux fois dans Yumari comme plan de. Je sais pas ça. Le premier, on va chez les amis de chez Clément Thérèse. Et puis, le second temps, c'est pour amorcer le second Yumari. C'est la tournée réelle. Ici. Donc on dit ça pour avoir un corps. Merci beaucoup Régis, merci à tous. On se retrouve à 14h pour la suite des festivités. Continuer. Alors Régis Ebro, je vais le présenter ou le représenter. Monique Perriat. Donc, vous êtes enseignant-chercheur au centre Pierre Navy, Université d'Evry d'Albessonne, et chercheur associé au centre Edgar Morin et doctorante à l'école de hautes études. Alors, vos recherches portent sur le documentaire, cinéma documentaire engagé, cinéma amateur et cinéma expérimental. Vous menez une étude comparée sur le cinéma documentaire expérimental contemporain en France et en Israël, au regard des écrits de Siegfried Kracauer. Vous avez organisé le colloque Edgar Morin et l'âme du cinéma et vous co-animez à l'école des études avec Daniel Friedman un séminaire intitulé Filmer le champ social. Donc Régis et Monique Perriat vont intervenir donc sur les carnets de voyage de la vie. Merci beaucoup Corinne et merci pour cette magnifique journée. Et donc nous avons cet après-midi dédié à l'œuvre écrite de Raymond Carrasco, dont il nous appartient à tous cet après-midi donc de présenter les liens complexes qu'elle entretient avec l'œuvre que l'on connaît mieux et donc dont on a parlé ce matin, l'œuvre cinématographique Carrasco et Ebro. Alors si l'œuvre est réalisée conjointement avec Régis Ebro, il n'en est pas de même de l'œuvre écrite. C'est en solitaire que seront écrits des textes multiformes, parmi lesquels on identifie les 16 carnets dédiés aux Indiens Tarahumaras, des scénarios de films, des ouvrages sur le cinéma, dont on a parlé ce matin, des articles sur l'esthétique, sur la littérature, sur le cinéma, mais également des textes académiques, une thèse et une habilitation à diriger des recherches qui donneront à son auteur, donc à Raymond Carrasco, accès à des postes d'enseignante en université. Il nous appartient, à Régis et moi-même, donc d'évoquer devant vous un livre à venir, et je le dis à dessein, donc des publications des carnets écrits entre 1976 et 2001, livre à venir car sa sortie que l'on attendait pour ce colloque est aujourd'hui retardée pour le mois de septembre, on l'espère pour le mois de septembre, et Emmanuel Lemieux qui dirige les nouvelles éditions Bourrin devrait en assurer l'édition finale. Comme le savent ceux qui ont rencontré Régis, de même que le public qui était à la masterclass de dimanche, Régis est un conteur qui fait entrer ceux qui l'écoutent dans l'intimité de la fabrication d'une œuvre. Donc moi, je me contenterai donc de lui poser quelques questions. Nous en avons choisi
5 d'un commun accord, afin de nous introduire, de nous ouvrir le pas dans la lecture prochaine de ces carnets. Le pas, c'est un motif récurrent de l'œuvre cinématographique dont on fait ici et là, on l'a bien vu, entendu ce matin, au cinéma du réel comme ici, amplement résonner l'écho. Mais ce pas en appelle un autre, celui de Maurice Blanchot, dont le biographe Christophe Bidan dit que le pas est la notion par laquelle Blanchot désigne sa propre démarche critique. Quel pas? Celui de la démarche, on l'a vu ce matin, mais on pourrait aussi penser à le pas du refus, ne pas. On pourrait aussi penser à celui de l'injonction de ne pas faire, il ne faut pas, ou bien celui de Bartholdi, je préfère ne pas. On se propose ici d'ouvrir l'espace de l'écriture de Carrasco. Moi je dirais Carrasco et puis Régis dira Raymond, c'est notre pacte, en proposant de l'inscrire dans un dialogue avec Blanchot. Blanchot, dont Régis dit que la présence de ses livres dans la bibliothèque de Raymond se mesure en longueur d'étagère. En cherchant bien, il est probable qu'on trouverait Blanchot à chaque détour de l'œuvre de Carrasco. Carrasco, lectrice de Blanchot, écrira, de même que l'avait fait Blanchot, sur Bousquet, sur Michaud, sur Hölderlin et bien d'autres. Mais il y a mieux, comme par exemple le livre de Julien qu'elle publie, ce livre du père dont on parlera tout à l'heure, qui s'ouvre sur un argument écrit par la fille, Raymonde, intitulé « Un faux pas, hypothèse d'un film ». Comment ne pas souligner la proximité de titre avec cet ouvrage de Blanchot, justement intitulé « Faux pas », recueil d'articles que Blanchot écrit entre 40 et 43, publié à l'initiative de Dionys Mascolo, lequel partagera son amitié entre Edgar Morin et Maurice Blanchot. Raconter une histoire, s'interroge Carrasco dans le livre de Julien l'Analphabète. Comme en écho à cette réflexion des carnets de 87, Carrasco s'interroge sur cette parole qui ne passe pas par l'écrit, celle d'Erasmo, de Tarao Marras. Elle en appelle à la folie du jour, autre texte de Blanchot, dans lequel elle lit un récit, non, pas un récit, plus jamais. On retrouvera Blanchot dans le carnet du voyage de l'an 2000, et ce titre qui oriente le sens de l'expérience de cette année-là, l'écriture du désastre, autre titre de Blanchot. Nous y reviendrons. Pour l'instant, revenons sur nos pas vers le faux pas de Blanchot. On y lit le premier texte que Blanchot écrit sur Bataille à propos de l'ouvrage L'expérience intérieure, qui sera pour Blanchot une initiation, tant ce texte de Bataille nourrit le premier roman de Blanchot, Thomas l'Obscur. J'aimerais emprunter à Blanchot, écrivant sur cette expérience intérieure, les mots qui, selon moi, renvoient au carnet de Carrasco, dont le titre sera « Dans le bleu du ciel, carnet Tarao Marras, 1976-2001 », autre référence à Bataille. Ces mots, écrits pour Bataille en 1941 par Blanchot, je les fais miens et les adresse à ce livre à venir, autre titre de Blanchot. Je cite. Le livre de Georges Bataille, le livre de Raymond Carrasco, ne se laisse pas décrire. Il est la tragédie qu'il exprime. Celui qui en effleure le sens peut bien le réduire à la lourdeur scolastique. Sa vérité est dans la brûlure d'esprit, dans le jeu de foudre, dans le silence plein de vertiges et d'échanges qu'il nous communique. Il ne nous convient pas d'en parler comme d'un ouvrage qu'on pèse et qu'on apprécie, mais, pour citer Nietzsche, qu'il évoque souvent, nous en dirons ce que celui-ci disait de Zarathustra. Cette œuvre est complètement à part. Donc, pour introduire cette œuvre singulière, eh bien, nous allons faire un dialogue. En fait, je vais ouvrir des pistes et puis Régis va improviser, développer, parfois contester. Mais disons que
Je vais faire 5 propositions, et évidemment, ces 5 propositions auront comme fil rouge des pensées de Blanchot. Donc j'ai souhaité intituler la première proposition « Raconter ne va pas de soi ». C'est une phrase rencontrée dans l'Entretien infini de Blanchot, et où Blanchot, entre autres, développe l'idée que raconter, c'est le tourment du langage, la recherche incessante de son infinité. Et pour raconter, et pour Carrasco, que cherche-t-elle à raconter? On peut penser au prime abord que les carnets racontent ses voyages en pays Tarahumara, ceux qu'elle partage avec vous, Régis. En effet, les carnets sont indexés sur vos voyages, 18 voyages, 16 carnets. Quel est, selon vous, Régis, le désir qui sous-tend l'écriture de ces carnets? Vous m'avez appris à d'abord répondre ce qu'ils ne sont pas. Vous remarquez déjà qu'il y a 16 carnets et 18 voyages. Il y a donc deux différences. Les 2 voyages, ce sont 2 voyages au Mexique, à Mexico, mais pas à la Sierra. Ils ne sont certainement pas un journal intime. Je m'en serais aperçu, puisque je dispose. C'est terrible, de tous les manuscrits de Raymond. Donc, il n'y a dans ces carnets que 2 moments que connaît Nicole, qu'on peut appeler de l'intime si on veut. Elle y analyse à quelques voyages de distance, 2 rêves. Un premier, où elle renvoie Guattari à ses propositions. Guattari m'a proposé il y a quelques années de faire un exercice d'interprétation de rêve. J'ai dit non. Elle dit même qu'elle a une foule d'interprétations pour son rêve. Malheureusement, elle ne les écrit pas. Et elle en tire quelque chose de très étonnant. Il est question d'une oreille, d'une tête qu'elle aurait. Peut-être vers Duras, des choses comme ça. Et puis elle en sort en disant, bah Raymond, tu n'as aucune tête. Écrit. Ça c'est un premier rêve. Elle en a un second dont elle fait une nouvelle. Ça s'appelle Les Lucioles, c'est un cauchemar. C'est un excellent texte, donc c'est un rêve. Ça n'a rien d'intime en plus parce qu'elle a, quand elle écrit des nouvelles, pas beaucoup, elle nous appelle il, quittons le nous, nous deux, et nous devenons il. Donc ce n'est pas un journal intime, elle n'en a jamais écrit. Ce n'est pas un journal de tournage, nous ne nous en sommes jamais servis pour monter le film. Je m'en suis servi pour monter Los Matachines, c'est le portrait d'Erasme Palm, et je répète que je ne saurais jamais, là, vraiment jamais, pourquoi elle ne s'en est pas servie, elle n'a pas eu l'idée de s'en servir, car nous ne savions pas aller au bout du montage de ces 2 films. Voilà ce que ça n'est pas. Maintenant, contester un peu l'idée que ce ne sont pas des récits. Les 2 premiers sont des récits. Et le bonheur de compter. Raymond écrit dans ce qu'elle espérait écrire comme le roman de son enfance. J'ai rassemblé tout ce que je pouvais des feuilles qu'elle avait écrites, écrit une de ces choses extrêmes qu'il tuait. On a tué à moi la conteuse. Pour ceux qui la connaissent, c'était pas totalement mortel. Mais elle dit, elle affirme. En gros, qui,
au moment où c'est écrit, l'université sans doute. Tu et à moi, la conteuse, elle se rattrape bien dans le journal de 79, qui est publié dans Sorcière, Benoît Tegroult, qui avait entendu Raymond pendant un après-midi, quand elle leur a donné l'idée de cette publication, parler pendant un après-midi des Tarahumara. Elle s'excuse ensuite, je le sais, parce que Raymond s'excuse de les avoir mobilisés un après-midi, et Benoît Tegroult dit à les directeurs, on vous écoutez, ne vous excusez pas. Donc là, c'est du récit. C'est encore du récit en 82, quand elle réécrit son journal 82 dans l'intention de le publier, je ne sais pas où, le second n'a pas été publié. Voilà. Donc, première contestation, ce n'est pas un journal intime, et il y a quand même du récit. Dans l'espace littéraire de Blanchot, il réserve un texte qui s'intitule « Lire », dans lequel il écrit, donc, je cite, « La lecture n'est pas une conversation, elle ne se discute pas, elle n'interroge pas, elle ne demande jamais au livre, et à plus forte raison à l'auteur, « Qu'as-tu voulu dire au juste? Quelle vérité m'apportes-tu donc ?» La lecture véritable ne met jamais en question le livre véritable, mais elle n'est pas non plus soumission au texte. Je continue. Le bonheur et l'innocence de la lecture est peut-être une danse avec un partenaire invisible dans un espace séparé, une danse joyeuse, éperdue. Légèreté à qui il ne faut pas souhaiter le mouvement d'un souci plus grave, car là où la légèreté nous est donnée, la gravité ne manque pas. Alors, Régis, dites-nous, quel lecteur des carnets êtes-vous? Quels sont les pas de danse des lecteurs potentiels des carnets? Nicole a remarqué hier que quand vous disiez quelque chose qui me choquait un peu, j'esquissais un pas de danse. Ça remarque. Oui. Bon, on rentre là, et je resterai limite dans l'intime. Dire que je demande que mon rapport à l'auteur est intense. Donc, je peux vous répondre d'une certaine façon, mon rapport d'abord à l'écriture de Raymond. Raymond n'a jamais écrit sur une machine à écrire, à l'exception, elle a appris sur une machine. Elle a écrit une dizaine de feuilles un été. Ça n'a pas dépassé ça. Tout ce qu'elle a écrit écrit au stylo, encre. À peu près tout ce qu'elle a écrit, je l'ai rentré sous traitement de texte. Ça crée des liens. Bon. Ça va se passer après pour ces carnets. Les carnets, ils étaient empilés dans des armoires personnelles. Ils n'étaient justement pas avec les autres multiples documents manuscrits. Il y avait la pile près de votre chambre, dans un placard, la pile des premiers voyages, et en bas dans une armoire, parce qu'il y avait une clé qui restait sur la porte, les autres. Bon. Donc, je les découvre. Je ne les avais jamais lus, à part ceux de 79-82. Nous n'avions pas, non pas qu'elle les cachait, mais nous n'avions pas le temps de faire quoi que ce soit de ces carnets, puisque quand on revenait avec du cinéma, on était prof, on avait le temps de monter nos films, et surtout pas de s'occuper des carnets. Il se passe quelque chose, donc, ce que je vais faire qui correspond à votre livre, c'est de faire un rite pour les carnets, les 16 carnets, c'est d'instituer un rite qui est vital pour moi, vital. C'est-à-dire, chaque soir, de 6 mois
du début de l'année 2010, d'écrire comme chaque soir, d'écrire quelques pages et de les rentrer. Et la danse, elle est là, c'est-à-dire que c'est... je ne multiplie, et voilà. Donc ce contact, il est rituel. Je vais jusqu'à ne pas taper, d'arrêter ce processus en gardant comme bouée le journal 2001, le dernier. Je décide de ne pas le taper parce que je sais que si je vais au bout, je vais au bout, et puis je ne vais pas aller au bout. Et quand je taperai encore le journal 2001, parce que l'édition risque d'approcher, je garderai le dernier cahier. J'ai regardé un peu la première page, la dernière. C'est un cahier plus petit, à couverture bleue, et elle l'a appelé le bleu du ciel. Elle n'ignorait pas Blanchot, oui, c'est pas ça. Donc, elle l'a appelé comme ça. Et c'est une nouvelle. Et elle est fantastique. Et donc j'ai fini, dans l'imminence presque d'une édition, j'ai rentré, je suis allé au bout, j'ai rentré le traitement de texte, le bleu du ciel. Alors, on aura compris que Régis connaît par cœur, et je le souligne de mon cœur, par cœur les textes. Alors, proposition numéro 3, cher Régis. Dans un interview à la télévision, Carrasco affirme « J'ai tué mon désir d'écrire par un saut dans l'image ». Blanchot, dans l'espace littéraire, écrit « Le bonheur de l'image. Le bonheur de l'image, c'est qu'elle est une limite auprès de l'indéfini. Mince cerne, mais qui ne nous tient pas tant à l'écart des choses qu'elle ne nous préserve de la pression aveugle de cet écart. Ainsi, l'image remplit-elle l'une des fonctions qui est d'apaiser, d'humaniser, l'informe néant que pousse vers nous le résidu inéliminable de l'être. Vous, Régis, qui avez co-réalisé cette œuvre cinématographique, qui témoignez de ce bonheur de l'image, de ce désir d'image, de ce rapport amoureux au cinéma, est-ce que, selon vous, les carnets sont l'ombre portée de votre travail cinématographique? Est-ce son résidu? Une question provocante. D'abord, sur l'écriture, il faut savoir que, ce qu'on dit là, que Raymond considérait qu'avoir écrit 61 articles, la plupart publiés, ce n'était pas écrire. Il faut faire. Donc, parler de résidus du travail cinématographique, c'est non, 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 absolument pas. Je crois au contraire, et c'est pour ça que j'ai demandé à votre collègue de consacrer un moment à l'écriture de Raymond, c'est un mieux voir que le voir cinématographique. C'est évident. Donc, et je crois qu'elle le savait, que là, c'est ce qu'elle appelle l'écriture. Les sont fondamentaux, puisque c'est ce qu'elle appelle, selon elle, elle appelle l'écriture. Ça se voit à ce qu'elle en a tiré. Par exemple, d'un des premiers journaux, elle tire Tête la Paillac. Nicole le connaît, je le trouve dans un petit classeur marqué à garder. C'est un bijou d'écriture, ce qu'on appelle les textes bijoux, c'est-à-dire elle décrit le contact avec l'espace où Eisenstein a tourné l'épisode du Maloué dans Québec, Mexico. Il y a la relation, puis elle écrit, elle sort ça.
Même chose sur le journal 82. On lui a demandé un article sur un numéro de la danse, un article sur la danse Karma. Elle opère pendant l'été 5 versions de la nuit des Pascoleros. Elle a écrit à maintes fois. Je les ai archivés par date, elle a laissé la date. Elle écrit 5 versions de cette nuit. Il n'y en a pas 2 qui se ressemblent au point de les jeter. C'est-à-dire, si j'étais maître de l'édition, il y aurait les 5 versions. Oui, c'est la logique de cette écriture. C'est le bonheur de cette écriture. Je dis que non. Et ça aboutit à une page qui est publiée. Une page dactylographiée, disons 3 pages de manuscrits. Qui sont prêtes. On l'entend à la première danse, les Pascoleros sont nus, à la seconde ils revêtent leur casque de plume, à la troisième ils saignent leur. C'est excellent. Il y a 5 versions écrites. Et quand on les lit, c'est des points de vue différents sur cette nuit-là. Ça ne redit pas quelque chose, ça montre autre chose. Je ne vais pas me retenir longtemps. Si, l'étape 84. Je connais aussi Nicole, puisqu'elle l'a fait publier dans Trafic 78. Je trouve des documents, et je confonds d'abord au début, parce qu'on vient d'éditer en 2001 son dernier article, Approche de la pensée Tarahumara, je lis un peu vite. Ça s'appelle Approche des Tarahumara. Je crois que c'est que j'ai mal rangé ou qu'on a mal rangé un truc, puis sinon, c'est en 84, elle prévoit de faire un livre. Il y a même le plan du livre, et elle écrit 65 pages d'affilée. Moi qui connais ça ne m'est pratiquement jamais arrivé, sans rature, sans reprise. Il y a 65 pages manuscrites écrites qui couvrent le premier, second, troisième, quatrième voyage. Avec une mémoire fantastique, c'est-à-dire qu'elle y décrit des choses que moi j'avais totalement oubliées. Elle y décrit le premier voyage, des choses fantastiques là-dedans. Et elle a intention de faire un livre, c'est manifeste. En 84, donc juste après ça, nous y revenons, vous avez vu peut-être le mari, elle entreprend, ça fera plaisir à nos amis ethnographes, une comparaison, de comparer les 2 Yumaris, celui de chez Augustine et celui de chez Benito, et elle fait un travail quasiment d'ethnologue. Elle les compare, et les uns et les autres, jusqu'à dire, là j'abandonne parce que je ne vois plus rien, parce que je ne sais plus dire leurs différences. Le journal 87, c'est une merveille, j'en ai déjà parlé, c'est sa relation, en étant en relation proche avec Erasme, puisqu'on le filme, on fait son portrait, etc. Et elle s'empare de l'histoire de la Malinche et du caractère qu'elle reprend, qu'elle fait un texte fabuleux sur le côté hermaphrodite des danseurs matachines, de la danse matachine. C'est un bonheur, j'en ai fait bien au moins, en terminant dans ce matachine de portrait. Les 95, c'est le contact avec la montagne. Il y a eu une interruption de 5 ans. Je vous ai dit qu'en 92 à 93, nous allons au Mexico, il n'y aura aucun journal. 95, c'est la montagne qui rentre dans les corps. La montagne est à l'intérieur des corps, un peu vite. C'est le contact physique avec le terrible montage. Le 97, je l'appelle un grand cru. Vous savez, Nicole, elle fait.
c'est un moment d'approche de la pensée tarahumara. Voilà, Paul en a extrait 3 pages, disons, pour voir la progression de la pensée dans l'approche de ce qu'est, ce que peut être le soin dans les pays du cinéma de Montmartre. Je vais m'arrêter là parce que... En 90, disparaît le père de Raymond, le voyant, celui dont elle a publié les rêves et celui avec lequel vous avez fait deux films. Elle a auparavant rencontré Erasme, dont vous venez de parler. Rencontre qui sera suivie par celle de Severico, le chaman. Blanchot, dans Le pas au-delà, écrit « Écrire n'est pas destiné à laisser des traces, mais à effacer par les traces toute trace, à disparaître dans l'espace fragmentaire de l'écriture. Écrire, selon les fragmentaires, détruit invisiblement la surface et la profondeur, le réel et le possible, le dessus et le dessous, le manifeste et le caché. Vous, Régis, vous regardez Raymond qui voit celui qui voit. En quoi les carnets portent-ils trace de cette attention à l'écriture du voir? Je vais d'abord répondre sur la trace. Ce que je vois moi de la trace, c'est physiquement la trace de son écriture manuscrite. C'est pour ça que je mets la touche fine, fécondée parfois. C'est pour ça que vous voyez la matérialité de l'écriture. Je veux que vous voyez son geste d'écrire. Je pourrais écrire à la place du commentaire. Je veux non seulement vous voyez ce qu'elle écrit, mais que vous voyez la matérialité de son écriture. Et s'il y a une trace là-dedans, c'est excellemment la trace de Raymond. Et j'ai besoin de vous dire que quand je vois des manuscrits de Raymond que j'envoie, je tremble. C'est-à-dire que si j'ai besoin de vous dire que je suis depuis 5 ans à la recherche de Raymond, que je la trouve, si j'appelle ça vaillamment, je la trouve dans les photos, son visage, le visage, j'en ai numérisé 2000, et plus excellemment dans le geste d'écrire. S'il y a quelque part où je peux chercher Raymond, c'est sur sa trace d'écriture, l'acte d'écrire. Maintenant, sur l'écriture du voir, je vous réponds par elle. C'est une séquence de carnet qu'elle a appelée, que j'ai sous-titrée « Aucune caméra ne filmera cela ». Je pense à ce récit ordonné, descriptif qu'il faudrait faire, cette relation, ce récit impossible à faire, le bloc des sensations, le bloc des intensités événements les plus forts. J'entends le rythme, le battement des pas, la ronde multiple de la danse nocturne du Tutuburi chez Felipe, à minuit, entre minuit et 1 heure, quand la danse bat son plein. La beauté de ce que je vois, dans une sorte de vision somnambulique, d'éblouissement nocturne, de ce que j'entends. La ronde, les figures fugitives de séparation, pseudo-rencontres, d'évitement. Aucune caméra ne filmera cela. Le moment de l'ivresse, où la danse bat son plein, la multiplicité d'un peuple, la dimension la plus grande, la seule ivresse du désir avant le tesguino, avant de manger, avant la fatigue, l'ivresse pure, la plus haute intensité de la fête. Merci. Je peux dire quand même des choses. On reprend le texte après. Non, mais c'est la peine.
l'ivresse, la joie des petites filles au plus haut de leur vitesse, de leur précision, de leur rire. C'est à ce moment-là que je me joins à eux, irrépressiblement, à elles, du côté des femmes. La spirale des petites filles m'emporte, je suis accroché à celle qui est devant, à sa mante, comme elle. Bientôt je devrais m'arrêter, je n'ai pas leur vitesse, le souffle me manque, je les lâche, m'écarte, ils ont ri. Les hommes spectateurs me regardent, ils sont heureux visiblement que je participe à leur fête, que je danse. Le matin, j'ai quand même filmé la ronde des humains. Proposition 5. Nous arrivons dans les derniers carnets, celui de 2000, qui raconte le voyage, non, on a bien compris que raconter c'était avec un point d'interrogation. Et c'est le voyage de l'an 2000. Et j'ai choisi un texte que j'aime beaucoup qui s'appelle « Nous attendons la pluie ». Et peut-être, Régis, on n'a pas le temps de lire l'ensemble du texte, mais si vous racontez, et puis si vous pouvez lire à partir de là. Nous sommes allés voir un événement qui ne se produira pas. On nous a dit, qu'il y aura une carrière en course d'hommes, on en a vu d'autres, on en a filmé d'autres, on nous envoie au-dessous de la côte des vaches. Et nous attendons, et les Tarahumara avec nous, on attend la journée. Puis ils ne viennent pas. Quelques explications ponctuelles. À partir de 7 heures du soir, quelques mouvements, on prépare les fogatas de la nuit. Je ne sais si nous pourrons filmer le départ des coureurs. Si se fait la nuit, on imagine les fogatas, les tourbillons de lumière si étonnants, portés par les adjudantes des coureurs, d'un effet magique dans notre autogourie 70 légionnaires. J'ai renoncé au bon prodigieux des coureurs devant la caméra qui était l'alibi de ce tournage. Ils auraient figuré quelque chose de cette question qui m'intrigue dans le discours de Sévéric lorsqu'il me parle des malades du Ricoli. Où sont désormais ces bons et ces cris des possédés de Ricoli, ceux qui couraient il y a 3 ans dans la montagne poursuivis par un être comme des fous. Et dans la course-poursuite, les bons et les cris étaient l'un des signes les plus courants du mal de Ricoli. Serait-il remplacé aujourd'hui seulement par la tête tournante, la seule ivresse du Ricoli? Les enfants ont fait descendre de la montagne de grands troncs de bois, des arbres entiers roulant en pente. Du côté d'Aguascalientes, étrangement, ils restent là, en pente. On ne les fera pas descendre plus bas. Les hommes, ceux qui jouaient au jeu de cartes, les deux beaux-fils de Philippe, d'autres encore, s'accroupissent en ovale sur un plat de rocher. L'homme que j'appelle aux apuestas, plus aimable, leur parle, ils écoutent. Pendant ce temps, très court, les âmes des gens d'Aguascalientes se regroupent, sans bon, sans cris, sans parole. Très rapidement, ils sont tous partis. Repartis aussi les assistants d'à côté, sans bruit, je m'approche de Pollard. Pollard, c'est celui qui laboure le champ pour le maïs. Qu'est-ce qui se passe? Les couleurs ne sont pas venues. Nos minières, non, ne sont pas venues. Ceux de Vacade, en bas, c'est trop tard, ils ne peuvent pas commencer la nuit. Pourquoi? On sait. Nous partons tous, moi aussi je m'en vais. Sera au lieu de demain? Non, c'est une immense déception, courtoise. Je formule une hypothèse, c'est possible qu'il ait fait exprès une sorte de pari comme les apuestas. Oh, il y a de très bons corridors, me dit-il. L'étrange conciliabule se poursuit, toujours sans commentaire, sans aucune remarque, presque silencieux. L'homme debout, vêtu à l'européenne, l'organisateur des courses a donné l'ordre à la dispersion. Ils sont tous partis, ils partent. Je continue. Nous avons replié la caméra dans les moitiés, hélas. Nous suivons les quelques silhouettes tarahumarases qui nous devancent dans la nuit tombante. Seule, une jeune femme avec son bébé sur le dos nous suit, à distance toujours calculée. Dans la nuit tombante, on y voit encore le sillage blanc du chemin. Les pierres blanches permettent le passage le plus périlleux du trajet, celui qui est à mi-pente. Un trajet le long de l'arroyo est possible, mais plus long, moins ferme, sentier de limon et non de rocher. Je prends une anfractuosité de rocher que j'avais prise à l'allée. Régis me dit de passer plus haut, le chemin continue. Mais un rocher me le masque. Je rate le dernier pas. On ne voit plus les parties sombres des pierres. Je tombe et me ramasse, sans mal, d'un même mouvement qui me redresse sans s'étaler. J'ai simplement lâché le petit sac que je portais à droite.
me reçoit sur la main droite, redresse le dos. On est étonné de ce savoir d'enfance, de cette agilité vitale que le corps n'oublie pas. Se ramasse. Savoir tomber, ne pas s'écraser, s'étaler. Commence ensuite le trajet dans la nuit noire, pas de lune. Régis est habile en connaissance du terrain. La partie abrupte, dangereuse, est terminée. Nous rentrons à 10 heures du soir sous les aboiements des chiens, de proche en proche. Apprendre à cheminer la nuit, c'est aussi cela, l'initiation Tarahumara. À un moment donné, tout était silencieux, vers 6h30. Les gens se mettaient en posture sur un rocher, sur le plat des roches, comme des oiseaux. Dit Hitchcock, me dit Régis. Je lui dis, c'est étrange, comme dans l'attente d'une catastrophe, les oiseaux. Une immense déception, acceptée dans une grande courtoisie. Pas un reproche, un mouvement de grogne d'humeur, pas un jugement. Mon interprétation rejoint celle de Simon. Il y avait un très bon coureur du côté du haut, alors ceux du bas ne se sont pas présentés. Cela arrive. Severico ne donne pas d'interprétation. Chez les Tarahumaras, il n'y a pas d'interprétation. La nécessité des faits, étrange pensée de l'événement, ce qui a lieu, fût-ce le non avoir lieu, n'a eu lieu que le lieu de l'attente. Cela rejoindrait peut-être la pensée de l'événement de Blanchot dans l'écriture du désert. Quelque chose de contemplatif, de la contemplation du vide, du non-événement, pas un jugement. Alors, on va terminer sur cette demande de ma part. Le refus d'interprétation. Cela me fait souvenir des phrases que Roland Barthes adressait à Raymond Carrasco dans la soutenance de sa thèse. Elle lui disait, vous n'êtes pas du côté de l'interprétation, mais du côté de l'interprète, une médiatrice de textes aimés. Ce texte sur l'attente se termine par l'évocation de l'attente, c'est cher à Blanchot, on pense évidemment à l'attente de lui, dont elle cite, mais elle tire la référence de l'écriture du désastre, autre texte de Blanchot. De quel désastre entendons-nous l'écho en cette fin des carnets? Je ne sais pas, ça c'est très difficile pour moi de répondre à quel écho. Sans doute de la disparition, de la vision de la disparition des Tarahumaras. On aperçoit l'évidence. La catastrophe. Et je ne veux pas relire, ça a été dit plusieurs fois ce matin, le début de filmer ce désert, c'est ce qu'elle y exprime. J'ai exigé de Nicole qu'elle me laisse le voir parce que je lui répète que c'est un texte testament en 4 pages et en écriture verticale. Raymond répond à cette question. Les Tarahumaras s'effacent d'eux-mêmes, tout s'effacera, les Tarahumaras le savent depuis tant de c'est ça. Et cette certitude du désastre, cette vision du désastre, avec, je suis mal placé pour être objectif, mais quand je demande ça à mes filles, quand je parle à mes filles de la capacité visionnaire de Raymond, elle s'écrit aussitôt, c'est évident. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas elle ne prophétise pas, mais par l'écriture, elle voit, mais elle ne dira jamais je vois, enfin jamais du point de vue, elle dira je vois la beauté, mais elle ne dira pas je vois ce qui advient, n'empêche qu'elle écrit ce qui advient. Et
Pour terminer, en fait, on a pensé avec Régis, donc, et cela rejoint la communication de Vincent tout à l'heure. Je pense que c'est avec les images que Vincent nous a passées, on avait envie de vous présenter, de vous lire ces quelques lignes de Maurice Blanchot qu'il écrit dans Le Pas au-delà, mais qui peut-être pour nous renvoie à toute cette œuvre écrite et cinématographique. Ils apparaissaient, disparaissant, semblables dans la multitude des semblables, uniques en tant que répétition. Sans demeure ni cité, ils vont, indiscernables parmi tous. Marcheurs à l'infini, s'ils ne laissent pas de traces, en cela, tu les reconnaîtras sans les découvrir. Et pour moi, j'avais envie de m'adresser aussi à Carrasco, et peut-être en trouvant encore une fois chez Blanchot, dans Le Pas au-delà, peut-être un écho. Nous écrivons pour perdre notre nom, le voulant, ne le voulant pas, et certes, nous savons qu'un autre nous est donné nécessairement en retour. Mais quel est-il? Le signe collectif que nous adresse l'anonymat, puisque ce nouveau nom, le même, n'exprime rien que la lecture sans nom, jamais centré sur tel lecteur dénommé, ni même une possibilité unique de lire. Ainsi ce nom, dont nous sommes glorieux ou malheureux, est-il alors la marque de notre appartenance au sans-nom, d'où rien n'émerge? Le néant public, inscription qui s'efface sur un tombeau absent. Alors, on va enchaîner avec une intervention de Gabriela Propolio, qui est docteur en cinéma et qui enseigne à l'école du Louvre et la New York University. Elle est aussi donc intervenante pédagogique à la Cinémathèque française et à la Maison européenne de la photo. Alors, au cours de vos recherches sur Artaud et le cinéma, donc, vous avez rencontré l'œuvre de Raymond et Régis, et vous avez décidé de leur consacrer votre mémoire de DEA, qui était intitulée Le cinéma dans l'intervalle, traversée de Raymond Carrasco. C'était sous ta direction, Nicole, je crois. Et vous avez proposé une approche esthétique de la poétique de l'ensemble de l'œuvre. Donc là, vous allez nous parler la connaissance du jour, fantôme, passage et arcane, poétique surréaliste dans l'œuvre de Raymond Carrasco. Vous écoutez. Alors, on n'a pas de retard coupable, c'était juste un retard nécessaire. Alors, excusez-moi, je vais juste retrouver mon PDF et je suis à vous tout de suite. Voilà. Donc, merci Corinne pour cette présentation, merci à Nicole et à tous pour cette si belle journée. C'est extrêmement émouvant de revoir, de retrouver certains complices de cette période de DEA, de retrouver aussi par certains hasards glorieux à l'EHSS des gens qui ont accompagné quand même cette période. Et moi j'étais venue à l'œuvre de Raymond Carrasco lorsque j'avais travaillé sur l'entendant Artaud et le cinéma. Donc voilà, je suis très contente de retrouver des gens et puis aussi de découvrir finalement que cette œuvre continue à imprégner comme ça certaines passions, puisque je pense que comme vous êtes en train de découvrir ou de redécouvrir au Centre Pompidou, en ce moment avec les films qui passent au Festival du cinéma du réel,
écrire ou découvrir l'œuvre de Raymond Carrasco suppose en quelque sorte de se placer d'un point de vue de l'éblouissement, de la surprise. Et c'est sur un aspect justement très particulier de cette œuvre qui est à la fois transgressive, iridescente. C'est sur cette traversée donc en mouvement suspendu, ces envols retardés et ces quêtes qui m'ont appelé mon affect et j'espère aussi celui de plusieurs intervenants. Donc, cette recherche poétique aussi, c'est sur cette question que je voudrais me pencher. Donc les trois termes de mon titre, passage, fantôme et arcane, sont en fait reliés à la question de la voyance. Donc on est finalement vraiment raccord par rapport à l'intervention précédente. Et donc toute la question de la voyance étant un niveau personnel biographique et ensuite l'intérêt justement et les dialogues avec le chaman étant quelque chose d'extrêmement important. Et cela me permet en fait de m'intéresser à un corpus très particulier qui était celui qui m'avait le plus particulièrement ému aussi, qui était finalement le corpus des films Julien, dont je vous montrerai un petit extrait tout à l'heure. Alors, je vais parler donc des films Julien. Tout d'abord, Julien, portrait d'un voyant, un film de 1981, qu'il y aura une suite, le film qui s'appelle Julien, puis une version courte pour le cinéma, en 1983 aussi, Julien et les rayons jaunes, tous les deux de 1983, une version plus courte pour le cinéma. Je vais aussi évoquer brièvement, sans support film malheureusement, mais avec quelques petites images, vous verrez la modestie aussi des moyens de recherche en débat. Donc je vous montrerai aussi quelques images des photos prises sur la télé à l'époque pour Rupture, le film de fiction qui a été fait en 1989 avec Bulogier et Mireille Perrier. Alors, je voudrais juste, puisque cela a déjà été fait, et très très rapidement parler de quelques éléments d'intertextualité, de quelques petites sources. Donc, comme ça, vous saurez un peu plus pourquoi j'ai appelé cette communication, donc la connaissance du jour, puisque je voudrais rendre hommage à Raymond philosophe, à Raymond essayiste et professeur aussi. Et donc, bien sûr, on peut dénombrer certaines influences extrêmement importantes dans son œuvre, dans le domaine hétérogène. Bien sûr, il a été question de Maurice Blanchot, il a été aussi question tout à l'heure d'Eisenstein, de Robert Bresson aussi, il ne faut pas l'oublier, et bien sûr Roland Barthes, Gilles Deleuze, Michel Foucault. D'ailleurs, la relation à Foucault permet souvent à Raymond Carrasco de présenter un profil épistémologique qui lui permet d'axer ses recherches sur le rapport entre le cinéma et la pensée, une pensée qui est toujours une promesse de création, donc une approche qui est extrêmement créatrice et poétique, comme on peut voir justement dans ses écrits. On peut aussi noter le profond respect que Raymond avait et l'hommage qu'elle rend constamment au romantisme à travers Hölderlin, Nerval, à la philosophie, bien évidemment, étant professeur de philosophie, donc passant par les Lumières, par Rousseau, ainsi qu'à Kant, Heidegger, Nietzsche, Granel, et on l'a dit aussi à Deleuze, donc toute une série d'auteurs que justement elle m'avait permis de découvrir pour éclairer un peu plus son approche. D'autre part aussi, le mysticisme, ou des références à des civilisations non européennes, que ce soit la théogonie aztèque, l'Orient zen ou le théâtre japonais. Et puis, bien sûr, certains écrivains du début du XXe siècle, proches du mouvement surréaliste, donc Georges Bataille, Henri Michaud et Joël Bousquet, donc dont il sera question tout à l'heure. Comme bien sûr, ce qui sera aussi le sujet d'une autre communication cet après-midi, un peu pour dire, comme le rappelait Walter Benjamin dans ce très beau livre, il reprend un conte de la mythologie, du folklore germanique. N'oublie pas le meilleur, c'est l'histoire d'un jeune homme qui doit sauver une princesse et qui, au moment où il doit la sauver, découvre une caverne emplie de trésors et une petite voix qui lui dit « N'oublie pas le meilleur », donc n'oublie pas de sauver la princesse. Donc, on ne va pas oublier, donc évidemment, Antonin Artaud, source intarissable finalement de cette réflexion, de ce travail, et qui bien sûr relève souvent
de l'affect, hein, le cinéma, création poétique, et puisque il sera rappelé tout à l'heure, hein, c'est en suivant les traces aussi d'Antonin Artaud, hein, qu'on retrouve un lieu-même de création qui est questionné systématiquement, non seulement géographiquement, mais aussi poétiquement. Alors, je me penche donc sur le côté lumineux, on va dire, de cette œuvre, à travers le film Julien. Et donc l'œuvre de Raymond Carrasco et de Régis Gros repose souvent sur des frémissements de lumière, que ce soit Pompéi, que ce soit la Sierra Tarahumara, que ce soit le sud-ouest de la France, même Paris, hein, le 11e arrondissement. Ça me permet aussi de rappeler finalement le rôle de Régis Gros, que vous avez vu dimanche dernier au Festival du cinéma de Rennes, et qui donc a fait la lumière une grande partie de ce film. Donc Connaissance du jour aussi, comme une référence à peine voilée à Joël Bousquet, hein, à la Connaissance du soir de Joël Bousquet, donc vous verrez, j'ai mis quelques extraits comme ça sur mon PowerPoint, plus par amour que par rigueur intellectuelle, mais juste pour justement vous plonger un peu dans cette poétique